Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et on y est, ça y est. On y est, c'est les playoffs. La première preview des playoffs. J'espère que ce ne sera pas la seule. On va le dire tout de suite, c'est la première. Le Thunder a enfin son adversaire. On peut enfin enregistrer. Ça sera Memphis qui vient de sortir du play-in en battant Dallas. On va décortiquer toute cette confrontation. Et avec moi pour ça, Constant, comment ça va? Ça va très bien, ça y est, les playoffs débutent. Bon, alors effectivement, le premier match du Thunder est dans Pas quasiment longtemps. 24 heures, donc la durée de vie de cette preview est assez limitée, on va dire, mais très content parce que là, ça y est, les choses sérieuses débutent. On a enfin l'adversaire au premier tour. Bon, un peu déçu que ce soit pas Dallas parce qu'il y avait quelques démons à exorciser, mais c'est un duel, on va dire, entre deux équipes qui étaient hype. Il y en a une qui était hype il y a 2-3 ans, et puis après, il y a une autre équipe qui a pris sa place en tant qu'équipe de jeunes un peu hype. Donc, on va dire, ce sera un duel de savoir si l'une a définitivement pris le pas sur l'autre dans l'avancement de son projet. Si le brouillon est mieux que la Oh là, copie oh là, finale. oh là. Oh, le brouillon, quoi. Le brouillon. Et on a Tom avec nous. Comment ça va, Tom? Bah, ça va. Comme l'a dit Constance, il y a les playoffs qui arrivent. Là, c'est bon, on commence la saison, là. C'est bon. Les choses sérieuses commencent. On a sorti le néon avec Pierre, là. J'ai hésité à sortir le maillot aussi. C'est bon, on y est. Et ouais, comme tu as dit, Constance, c'est dans pas longtemps, le premier match. 19h, au moins, c'est horaire européenne. Il y a 2 matchs horaire européenne sur cette série. Ouais, le premier et le dernier. Ouais. Ne spoil rien, Constance, s'il te plaît, sur cette preview. Mais ouais, non, c'est un peu déçu de pas jouer Dallas, mais bon, Memphis, il vous a un peu défoncé quand même cette nuit. Donc voilà, on va parler de ce premier tour qui s'annonce quand même intéressant. Oui, enfin on y est. On aura fini de dire on attend les playoffs pour voir. C'est maintenant qu'on va voir de quoi cette équipe est faite. Donc le Thunder va donc retrouver les Grizzlies au premier tour. Première confrontation contre Memphis en playoff depuis... Monsieur, C'est 2014. c'est ça. Avec une victoire C'est la d'OKC 4e. en 7 matchs. Ouais. Une très grosse série à l'époque. Énorme série. Donc on va parler un petit peu de ça, on va vous parler de nos joueurs clés, on va parler des un peu points à suivre, des choses qui vont un petit peu déterminer cette série, et bien sûr, on livrera à la fin nos pronos, même si on a eu des spoilers un petit peu en début d'épisode sur nos pronostics. Tom, déjà, ton premier ressenti un petit peu sur la série et l'adversaire, maintenant qu'on l'a, tu nous as dit en off que c'était pas la confrontation la plus hype, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu as à nous dire un petit peu? Bah oui, pas la plus hype parce que, pareil, Constant l'a dit, on aurait bien aimé exorciser nos démons face à Dallas. L'exorciste est passé cette nuit sur PJ Washington, apparemment, vu le match qu'il a pondu. Mais oui, c'est pas la série la plus hype forcément, mais quand même, ça reste intéressant. Moi, j'aime bien Ja Morant, par exemple, donc ça m'intéresse toujours de voir des matchs de Ja Morant, surtout vu son regain de forme récent en fin de régulière notamment, s'il s'est fait la cheville contre les Warriors, mais globalement, ça va un peu mieux côté de Ja Morant depuis un mois. Et ouais, c'est une série sympa, mais c'est une série aussi contre une équipe qu'on attendait quand même plus haut en régulière. Il y a des doutes par rapport à ce qu'ils sont capables de produire en playoff, mais j'avoue que en commençant la saison, je m'attendais pas à ce qu'on ait un potentiel premier tour Thunder Grizzlies sur du 1-8. Tu vois, si jamais OKC avait été troisième de conf, imaginons 3 ou 4, pourquoi pas, mais sur du 1-8, je m'attendais pas à ce que Memphis tombe aussi bas. Ça s'explique par tout ce qui s'est passé dans leur saison qui était quand même très chaotique. On va en parler dans cette preview, mais Memphis en termes de match-up, à mon avis, sans spoiler la suite, mais c'est une match-up qui nous correspond quand même pas mal. Rien que le bilan qu'on a contre eux depuis le mois 73, qu'on s'est pris, qui était l'instant terrible de l'histoire de la franchise, depuis on gagne. On gagne, là cette année 4-0, enfin, c'est une match-up qui nous correspond plutôt bien, et c'est pour ça, je dis pas que ça va forcément être un premier tour tranquille, mais c'est pour ça que je suis moins hype que contre Dallas, c'est que Dallas, même avec les absences qu'ils ont même maintenant, ils peuvent nous poser des soucis qui sont un peu similaires aux soucis qu'on a pu rencontrer l'an dernier, certains en tout cas. Il y a manque de création de balles, mais tu vois, le niveau athlétique de Dallas, je trouvais ça intéressant de pouvoir se confronter à ça des premiers tours, ce qui va pas être le cas contre Memphis. Il y a d'autres points à surveiller, mais oui, voilà, je suis semi-hypé par cette confrontation en tout cas. C'est pas ma préférée, mais ça reste sympa. Est-ce qu'on est plus hypé par cette confrontation que par celle face aux Pels l'an dernier? La question qu'on peut se poser. Un peu plus, parce que les Pels, il y a Zion qui se pète quand même, ça fait chier. Ah, mais c'était le retour en playoff, tu vois. Oui, ouais, franchement. Ouais, mais l'adversité, enfin tu vois, si on compare les adversités, les Grizzlies de cette année sont quand même meilleurs que les Pels de l'an dernier. Oui. Pas déconner. On a hypé La pour les blessure de playoffs. Zion tue la série.
On a hypé par les playoffs au global parce que tu as des grosses attentes, c'est surtout ça. À C'est le l'Ouest. début de la campagne, quoi. L'année dernière, c'était plus le retour, effectivement. Après, la série peut être drôle, hein. Il peut quand même avoir des matchs, on en parlera, hein. Il peut avoir des matchs assez spectaculaires, assez cool à regarder, je pense, hein. Oui, ça peut être sympa. Puis la conférence Ouest est hypante aussi, hein. Il Ouais, va y avoir des bagarres. c'est ça aussi, Il va y avoir c'est que une bataille de l'Ouest. les autres séries, attention aussi, c'est ça qui fait. Oh non, il y a 2 séries bien à l'Ouest, hein. Ouais. C'est les deux, c'est le 4-5 et c'est le 2-7, hein. Bon, bref, on rentre dans ce débat-là, mais le 3-6 et le 1-8, bref. Mais non, mais sur les Grizzlies, Tom, tu parlais d'une saison chaotique des Grizzlies. J'ai envie de parler d'une post-trade deadline chaotique, parce qu'avant, Oui, ça déroulait quand même plutôt très bien. On se rappelle d'un match que OKC va gagner en deuxième nuit de back-to-back. Chet n'est pas là, c'est après le retour de Chet, le match face à Toronto, où les Grizzlies sont au complet, où tu as beaucoup d'absents du côté d'OKC. C'est un affrontement 1-2. Et OKC va remporter ce match. Donc, mois de février, Memphis était toujours à la deuxième place avant de sombrer petit à petit au classement, ce qui a mené au licenciement de Taylor Jenkins, qui a été remplacé par le coach Thomas Lizalo, qui est un ancien coach en Europe d'ailleurs. Voilà, on va dire que la saison de Memphis a été semée d'embûches. Ils ont voulu ramener plein d'assistants coachs payés même plus cher que certains head coach NBA pour développer un schéma de jeu très novateur offensivement. Il n'y avait plus de pick and roll, etc., etc. Ça a mené au licenciement du coup de Taylor Jenkins. Il y avait des micmacs avec Ja qui était plus dans un rôle de distributeur, qui n'était pas content, etc., etc. Pourquoi Ja a regain de forme? Parce que Ja est redevenu Ja, on va dire, dans son utilisation sur les 2 dernières semaines, à partir du moment où Taylor Jenkins se fait licencier. Donc c'est une équipe qu'il va falloir respecter, parce que déjà c'est une équipe qui est relativement au complet, même si on en parlera, l'absence de Jalen Wentz peut potentiellement leur poser pas mal de problèmes pour la défense sur le porteur de balle. Mais voilà, c'est une équipe qui effectivement est meilleure que les PS. Moi, c'est pas une équipe qui me hype en termes de confrontation. Comme j'avais dit, je préférais les équipes un peu plus expérimentées, mais effectivement, ça peut être une espèce de la série du moins 73. Tu vois, tu peux définitivement balayer le moins 73 en disant on vous tape en playoff. Puis les fans des Grizzlies, aussi certains observateurs des Grizzlies qui, on va dire, sont pas les plus chauds sur OKC ou qui ont un petit peu de rocker vis-à-vis de cette équipe de OKC qui a pris un peu la place qu'avait Memphis de nouvelle darling d'équipe de jeunes en NBA. Donc voilà, je trouve que ça va être une série intéressante. Et après, juste en termes de star talent, tu peux quand même avoir plus de confrontations directes un petit peu excitantes au niveau du star power que ce que tu pouvais avoir face aux Pels l'an dernier, quoi. Ouais, il y a quand même des joueurs hypants côté Memphis. Bah, il y a déjà Jaren Jackson Jr. qui a fait une sacrée saison et qui est un sacré joueur. Il y aura un beau duel avec Desmond Ben et les défenseurs adverses aussi d'OKC. Ça va être intéressant. Il y a quand même des choses à suivre. Et c'est vrai que, alors ça les a enterrés assez vite. Là, il y a eu le changement de coach. Au final, ils ont réussi quand même à accéder aux playoffs difficilement, j'ai envie de dire, même s'ils ont chuté sur la fin de saison. Ils sont quand même là. C'est vrai qu'ils avaient été longtemps deuxième aussi, hein. Longtemps deuxième, et ça aurait pu être ça. Alors, personne n'y croyait trop à Memphis, mais au moment, c'était premier contre deuxième, cette série-là. Donc non, pas les enterrer tout de suite. Il y a quand même du pas mal de talent et quand même un roster assez complet, on en parlera, même si ça reste peut-être moins playoffable que celui d'OKC. Et encore, ça reste à confirmer, hein. Voilà, on en a déjà parlé, notamment dans la tier list, hein, pourquoi on croyait pas trop à cette équipe-là. Je crois qu'on les avait classés tout à la fin, ou un rang au-dessus de certains, peut-être. Je me rappelle très bien de Tom qui les met en D, ça c'est sûr et certain. C'était les Mavs qu'on avait mis un poil plus haut. Ouais, je crois qu'on a mis les Mavs. Ouais. Donc non, je pense que ça peut être une série intéressante. Ça peut être une série courte, on en reparlera à la fin, mais qui peut être pour OKC, et je l'espère, un bon premier tour pour bien se mettre en jambe, pour déjà avoir des adaptations à faire, augmenter déjà son niveau de jeu pour passer. Enfin voilà, il y aura quand même un petit step à franchir et des choses à prouver aussi contre Memphis. Ça va pas être de tourpeau non plus. Non. Alors, ce sera moins dans un fauteuil que ce que c'était l'an dernier face aux Pels. Oui. Ouais. Il y a quand même comme tu as dit, du star power, un big three. Il y a quand même du talent à Memphis. Faut pas déconner non plus. Oui, et puis Memphis, c'est une équipe qui, sur la saison, est top 10 attaque et top 10 défense. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont top 10 attaque et top 10 défense. Alors après, on peut critiquer leur bilan face aux très grosses équipes, mais dans la globalité de leur saison, ça reste quand même une équipe qui a remporté 48 matchs, qui était, si c'était le cas des Pels l'an dernier, mais il n'y avait pas Zion, mais c'est une équipe qu'il faut respecter malgré tout. C'est pas un seed 8 de jeter en pâture au premier comme peut l'être le 8 pour les Cavs. Bref. Oui, c'est une équipe qui serait seed 6 à l'Est, quoi. Ça serait, c'est un solide seed 8, quoi. Même plus haut quand elle sera décalée dans la conférence Est et qu'il y aura une expansion parce qu'elle aura joué plus de matchs face à l'Est. Voilà. Quand ils seront top 3, là, quelle vie.
Bon, parlons un petit peu des clés de cette série, un petit peu. On est venu chacun avec des éléments à suivre. Constant, est-ce que tu veux commencer? Qu'est-ce qui, pour toi, sera un facteur un peu majeur de cette série? Moi, c'est la défense du secteur intérieur, puisqu'on en a beaucoup parlé avec OKC. OKC est la meilleure défense au cercle, et je trouve que cette saison de Memphis, elle est difficile à juger, puisque tu as eu le changement de coach entre-temps. Donc, c'est assez compliqué de savoir vraiment avec quel Memphis tu vas te ramener. Mais ce qu'ils ont tendance à faire depuis la blessure de Jalen Wells, c'est qu'ils associent les deux intérieurs avec Jaren Jackson Jr. et avec Zach Edey. Et potentiellement, tu as du Santi Aldama en sortie de banc. Moi, ce que je trouve intéressant, ou ce qui peut potentiellement être important, c'est que Zach Edey est quand même en train de monter en régime petit à petit au fur et à mesure que la saison avance. On l'a vu face aux Warriors, il a été sujet de pas mal de critiques sur son aspect défensif. Par contre, dans l'optique du rebond off, il a été précieux. Et même là, cette nuit face à Dallas, il est très précieux, même si bon, ça l'a pas empêché lui et Jaren Jackson Jr. n'ont pas empêché de tenir Anthony Davis. Mais tu vois, cette rotation à deux intérieurs, ça peut potentiellement juger justement la viabilité de notre double big line-up. Parce qu'en soi, elle n'a pas été jugée, on va dire, à l'échelle d'une série, elle a été jugée sur certains matchs. Mais là, pour le coup, tu as vraiment deux intérieurs qui vont jouer ensemble et qui vont être évalués. Est-ce que OKC va être capable, d'un côté, d'avoir je sais pas, tu mets un Hartenstein sur du post-up de Jaren Jackson Jr. Est-ce que tu vas avoir Chet qui va être capable de tenir sur Zach Edey, sur sa taille, sur sa puissance, sur sa verticalité? Moi, c'est un truc qui est intéressant parce que on parlera de la défense extérieure après. Je pense qu'à l'intérieur, Memphis peut potentiellement appuyer sur cette double big line-up si jamais ça marche pas. Ce qu'ils avaient fait d'ailleurs sur le dernier match de la saison régulière, qu'OKC remporte sur le dernier affrontement entre les deux équipes, où Zach Edey avait fait une rentrée qui était très intéressante, où il avait mis Chet en difficulté. Donc moi, le premier point que je vais surveiller, effectivement, c'est la défense du post-up, parce que Jaren Jackson joue beaucoup de post-up aussi, beaucoup de post-up aussi, où quand il se retourne, il a un peu le coude en avant, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, c'est la capacité et le premier vrai test qu'on va avoir sur une série de playoffs pour cette line-up à deux intérieurs qui va se retrouver justement face à deux intérieurs. Ouais, Oui, je me bon, permets, vas-y, je me permets d'enchaîner peut-être parce que j'ai un peu le même point que toi. En fait, où pour moi, l'une des clés, ça va être de limiter l'accès au cercle, en fait, globalement de cette équipe de Memphis, parce que je les vois pas battre OKC au shooting. Déjà, ça commence par un Ja qui a besoin d'aller au cercle et de driver pour pouvoir vivre. Même s'il va te jeter quelques grenades peut-être de temps en temps, honnêtement, faut le laisser aller au cercle. Enfin, c'est plus pour lui intéressant d'aller au cercle. Donc clairement, pour moi, c'est une série où OKC va d'une part passer sous beaucoup d'écrans, à part sur Desmond Bane, va beaucoup fermer la raquette, et comme tu l'as dit, va beaucoup utiliser la double big line-up comme Zach Edey start là, notamment on l'a vu sur le play-in. Donc là, c'est une série où OKC va fermer la raquette, va laisser peut-être ouvert des shooters et les role-players de Memphis notamment, les Vince Williams, Scottie Pippen, etc. S'ils n'ont pas la balle en main, on va vite les laisser ouverts dans un coin et on va attendre de voir s'ils sanctionnent de loin. Et ça va être intéressant de voir comment on va tenir physiquement face à cette équipe-là, qui vit aussi beaucoup au lancer franc provoqué, qui vit aussi beaucoup grâce aux rebonds offensifs et défensifs, mais qui sont assez dominants en rebond. Donc on est une équipe assez physique et qui cherche à gagner le jeu de possession en ayant des rebonds, en perdant peu de ballons et en allant souvent au cercle aussi, en provoquant des lancers. Donc ouais, c'est vraiment moi ça que je vais regarder, comment OKC arrive à limiter cette domination au potentiel physique et cet accès au cercle que vont rechercher les Grizzlies. Et dans cet aspect-là, ouais, il y a la protection de cercle. Il y aura du Hartenstein qui va devoir défendre au poste sur Edey, sur Jaren Jackson Jr. On va devoir défendre le pick and roll et s'adapter un peu à leur grand et à Ja Morant, etc. Il y a aussi du rebond qui va devoir être verrouillé. Je pense que, pour le coup, on en reparlera, mais c'est pas exclu qu'on ait du Jalen Williams sur cette série-là pour moi. Et il avait joué d'ailleurs sur la dernière confrontation. Et ensuite, on verra comment ça siffle en playoff, mais OKC va devoir être un peu plus disciplinée que ce qu'elle a été globalement sur la saison, j'ai envie de dire, mais voilà, pour pas donner beaucoup de lancers francs aux Grizzlies qui vivent un peu à travers ça, et OKC n'est pas une très bonne équipe là-dedans, qui met beaucoup de pression, qui a beaucoup de fautes, etc. Donc si tu arrives à limiter cet accès au cercle, limiter le nombre de lancers francs concédés, etc., déjà tu auras fait un grand pas effectivement dans la série, quoi. Sachant que les Grizzlies en points par possession sont la meilleure équipe de post-up de toute la NBA, pour vous donner un ordre d'idée avec Indiana.
C'est une équipe qui joue très physique. Tu vois, même pendant le play-in, là, le match contre Dallas, c'est intéressant. Ils ont même mis Marvin Bagley sur le terrain. Tellement ils veulent jouer dans le secteur intérieur, ils ont tourné à 8. Bon, c'est spécial comme, comme tentative, mais pourquoi pas. Ils ont mis du Santi Aldama poste 3, comme on a parlé constant. Ils jouent très grand. Il y a les line-up Aldama, Jackson, Bagley. À voir s'ils vont mettre Bagley contre nous, mais oui, ils vont pas hésiter à jouer sur leur taille. Pour moi, sur l'aspect défensif, il y a cet aspect-là qui est très important. Et l'autre aspect, qui était mon point, c'est la défense des ball handlers, plus que du point of attack, je trouve. Memphis, je trouve qu'ils jouent pas avec beaucoup de role players intermédiaires, entre guillemets, je sais pas trop comment le formuler, mais ils ont soit un ball handler, soit un mec qui met de la pression au panier, un grand. Ils ont pas vraiment trop de profil ailier, etc., surtout avec la blessure de Jalen Wells, pour le coup. Et c'est vraiment ces deux aspects-là sur lesquels il faut cibler. Et à voir à quel point on utilisera la line-up à deux grands. C'est vrai que sur la régulière, il y a eu l'occasion de le faire qu'une seule fois où Chet était disponible et elle a été mise en place. Chet a fait un mauvais match d'ailleurs, mais à voir si Daigneault se lance dans un 5 majeur avec la line-up à deux grands ou pas. Je suis un peu moins catégorique là-dessus. Je me demande, mais c'est une adaptation qui peut se mettre en place. À voir si Jalen a joué contre Memphis, mais il a eu un petit peu de temps de jeu. À voir le temps de jeu qu'il aura, il sera utilisé. À voir s'il verra beaucoup le terrain. Mais oui, défendre la taille de Memphis, ça va être hyper important parce que c'est un peu une des seules armes offensives qu'ils peuvent utiliser pour essayer d'enfoncer OKC. Donc ouais, à voir quand tu défends ça, sachant que Jaren Jackson Jr. va beaucoup jouer de ça parce que c'est son jeu. Mais le bully ball un peu de Jaren Jackson Jr., les joueurs qui jouent bully ball comme ça grand, ça passe un peu moins en playoff souvent. Donc si tu arrives à défendre ça, globalement, tu peux réduire l'impact de Jaren Jackson sur une série. C'est tout le paradoxe de cette équipe de Memphis, c'est qu'il y a deux intérieurs, mais si vous regardez sur le backcourt, il y a beaucoup de petits. En fait, c'est la problématique des ailiers. C'est de ça dont tu parlais, Tom, avec le décalage de Santi Aldama au poste 3, que pas vraiment un poste 3, on va pas se mentir, encore moins défensivement. Ça va être assez compliqué si Memphis décide de partir soit avec Marvin Bagley, soit avec Santi Aldama. Je pense que là, pour le coup, l'attaque de Casey peut bien se faire plaisir, mais effectivement, c'est une équipe qui me paraît déséquilibrée dans la gestion de ses profils, c'est-à-dire que tu as deux intérieurs, tu as deux grands, avec Jaren Jackson Jr. qui est immense pour un poste 4, qui en plus de ça joue extrêmement physique. Et de l'autre côté, tu as un profil un peu petit avec Scottie Pippen Jr. là qu'ils ont fait starter avec l'absence de Jalen Wells. Ou alors, t'as déjà. Si jamais il décide de ne pas partir sur Scottie Pippen Jr. en tant que starter, même Desmond Bane est un peu petit pour son poste. Si jamais tu décides de te passer de Scottie Pippen Jr. dans le starting 5 et de mettre Vince Williams Jr., tu as un joueur qui est largement ciblable offensivement et tu peux effectivement beaucoup plus te concentrer sur ce que tu évoquais, Tom, les ball handlers, ou tu peux doubler sur du post-up. Puisqu'on a vu que Zach Edey, quand il se faisait doubler sur le post-up, ça donnait généralement une perte de balle et ça amène sur un autre point que moi je vais surveiller et dont on a parlé toute la saison, c'est que OKC est la meilleure équipe pour provoquer des turnovers. Memphis est la 6e équipe qui perd le plus de ballons en turnover pourcentage. Donc, il va y avoir ce jeu de la possession. Je pense que ce sera un leitmotiv qu'on pourra utiliser pour beaucoup de séries. Pas uniquement du Thunder, mais pour beaucoup de séries sur ces playoffs, c'est le jeu de la possession. C'est-à-dire que est-ce que OKC va être capable, dans un premier temps, de faire ce qu'elle a été capable de faire durant toute la saison à partir du moment où tu as Hartenstein, à savoir limiter le rebond offensif pour les équipes adverses, tout en étant dans son style habituel qui est provocation de turnover, jeu sur transition. Et ça, pour le coup, c'est peut-être un point de bascule qui fait que soit la série peut être très rapide, soit la série peut potentiellement se prolonger dans la durée. En plus, le jeu de la possession, il est intéressant parce que les deux équipes vont la jouer de manière totalement différente. Tu vois. Les pertes de balles côté OKC, les rebonds côté Memphis, donc il n'y aura pas vraiment d'affrontement direct sur un des secteurs du jeu. Ça va y avoir un rapport de force sur quelle équipe va imposer le plus son style de jeu par rapport à l'autre. Donc ouais, ça va être intéressant à suivre. Et c'est sûr que si tu verrouilles bien le rebond, globalement, la série devrait bien se passer, pour le coup. Ouais, faut quand même, je suis d'accord avec vous, qu'il faut quand même basculer la série un moment pas dans le chaos, mais dans les pertes de balles, dans ces choses-là où tu les obliges à faire un peu n'importe quoi, à perdre des ballons sur le dribble, sur des trappes, etc. À voir effectivement si on se décide à trapper sur le post-up si t'es en galère, ou alors est-ce qu'au... En fait, j'ai du mal à trouver une solution, enfin une solution c'est un grand mot, est-ce qu'on joue grand pour essayer de limiter le post-up, mais même un Chet serait en difficulté pour moi dans le post-up face à Edey ou face à Jaren Jackson Jr., ou est-ce qu'au contraire tu prends le parti de jouer plutôt petit, et dans ce cas-là, t'es plus dans les trappes, t'es plus avec un J-Dub sur Jaren Jackson Jr. qui du coup lui met une pression plutôt loin du panier. Enfin voilà, comment on va adapter ça? Les deux ont marché dans la saison régulière, hein, honnêtement. Les deux ont été utilisés. On a gagné contre eux sans
Sanchez et c'est J-Dub, si je me trompe pas, qui était un peu attitré à Jaren Jackson Jr. par moment. Et ça a plutôt bien fonctionné parce qu'il avait le coffre physique et l'intensité pour le défendre. Donc je suis plutôt d'avis que pour l'instant, on en reparlera, ça partira en mode grand. Mais ouais, c'est pas exclu qu'à un moment, sur certains passages en tout cas, on bascule en mode plus agressif, plus petit. Mais comme on l'a déjà analysé, hein, quand on n'a pas les deux grands, on retrouve cette défense un peu plus étouffante, un peu plus provocatrice de turnover et rémunératrice potentiellement en transition, mais moins conservatrice sous le cercle rebond. Il faudra trouver cet équilibre-là entre les deux versions un peu de la défense d'OKC que Memphis peut potentiellement mettre à mal à certains moments, je pense, avec leur roster. Ouais. Ouais, puis j'ai même envie de dire que cette version de jouer avec un seul intérieur et d'être plus sujet au rebond offensif adverse et d'être plus provoquant, on va dire, dans ta manière de générer des turnovers, c'est surtout la line-up avec Chet. En soi, la line-up avec Hartenstein, même tu mets 4 extérieurs plus Hartenstein, ce qu'on a vu sur la quasi-intégralité de la saison, en rebond défensif, il n'y avait pas de problème. Hein. Tu perdais un peu moins de turnover. Ouais, ça tenait bien. Donc moi, c'est vraiment cette inquiétude, c'est sur les minutes avec Chet. Il me semble que c'était déjà ce qui s'était produit d'ailleurs sur le dernier match que tu joues face aux Grizzlies où Chet est là, et tu te fais ouvrir au rebond offensif sur les minutes sans Hartenstein. Et après, tu reviens, justement, à partir du moment où Hartenstein revient, tu as les 3 points de Lou Dort, etc. etc. Donc, je sais pas, je pense qu'effectivement, ça va être un truc important, mais si on regarde un peu les force factors, tu vois, tu parlais du fait qu'OKC qu'OKC faisait beaucoup de fautes défensivement, Memphis aussi a beaucoup ces problématiques de fautes et peut souvent t'amener au lancer, on va dire. Donc peut-être que Memphis va, tu vois, si OKC se fait un peu ouvrir au rebond défensif, mais enfin oui, au rebond défensif, donc rebond off pour les Grizzlies, mais par contre, que tu provoques beaucoup de turnover et qu'au niveau de la bataille des lancers francs, ça s'équilibre pour les deux équipes, je pense que l'attaque d'OKC sera plus forte, on va dire, que cette attaque de Memphis, parce que il faudrait qu'il y ait un secteur où Memphis ultra domine. J'ai même envie de dire, il faudrait qu'il y ait 2 secteurs où Memphis ultra domine sur les four factors, donc les turnovers, les pourcentages au rebond offensif et les lancers francs, parce que l'attaque en soi d'OKC me paraît quand même un peu plus complète que celle de Memphis. Il faudrait soit que OKC se prenne beaucoup de rebonds offensifs sur la figure et commette beaucoup de fautes, soit que Memphis perd plus du tout la balle et continue de provoquer des lancers francs. Pour moi, que la match-up soit un peu plus longue que ce qu'on pourrait potentiellement l'imaginer à l'heure actuelle. Après, si Jaren Jackson Jr. fait des milliards de fautes comme d'habitude, ça devrait entrer sans sortir du coup. Il passe Santi Aldama au poste 4 et là pour le coup c'est barbecue chicken alert. Là c'est bien. Non mais après en fait Aldama Bagley, on espère. On se rend compte que défensivement en fait on est plus inquiété presque par l'intérieur et par l'impact physique et tout ça que par les porteurs de balles et soi-disant et les potentiels scoreurs que sont Desmond Bane et Ja Morant en fait. Parce que là, on l'a déjà dit, et pour nous, c'est même pas trop une question dans cette preview, on en reparlera peut-être un petit peu dans les joueurs à suivre, mais OKC a les armes pour limiter ça, a le plan tactique qui a déjà fonctionné pour limiter ça. Il faut regarder le dernier match de Desmond Bane, je crois qu'il s'est fait éteindre par Lou Dort complet. Ou par les autres. Ouais, ou par les autres. 1 sur 12. 1 sur 12, ouais. Ja Morant, dans la façon de défendre, comme on l'a dit, avec la protection de cercle qui est très bonne à OKC, avec potentiellement soit Chet, soit Hartenstein tout le temps sur le terrain, plus l'agressivité. Enfin voilà, c'est pas le joueur qui nous inquiète le plus, je pense. On est peut-être plus inquiété par des fois des joueurs off-ball ou des joueurs capables de pull-up ou de step-back, etc. à 3 points. Donc ouais, on est plus inquiété presque par l'intérieur, étonnamment, alors qu'en face, on va dire les deux joueurs garants de l'attaque, à part Jaren Jackson Jr. qui score, etc. Mais ça reste le backcourt, quoi. C'est pour ça que tu as des garanties, quoi. Ouais. Pour défendre sur le backcourt, tu as un peu de passif et tu as un peu de matériel. Ça va. Quelques joueurs, c'est honnête. Mais c'est pour ça, défendre les ball handlers, ça va être important. Surtout avec l'adaptation qu'ils ont mis de mettre Scottie Pippen Jr., ce qui joue du coup avec 3 mecs capables de créer. Là, avec Jalen Wells, c'était moins le cas. Mais c'est vrai que t'as le personnel. C'est pour ça que moi, je suis moins catégorique sur la tall line-up, c'est que tu peux potentiellement mettre du Kayson Dort titulaire, par exemple. Et après, tu as quand même du Caruso qui sort du banc, etc. Et pouvoir toujours avoir au moins 2 de ces 3 mecs-là qui viennent harceler les porteurs de balles. Et si tu harcèles les porteurs de balles de Memphis, ils n'ont pas beaucoup de solutions pour créer de l'attaque. Même avec leur jeu physique, leur rebond offensif, etc., ils auront besoin quand même de création à la base. Et tu peux essayer de leur couper l'herbe sous le pied, en limitant leurs 3 créateurs. Si Scottie Pippen, c'est un peu plus limité forcément, mais il fait du boulot qui est très correct. Il fait un gros match contre OKC d'ailleurs. Ouais, moi, j'avoue que le profil de Pippen m'inquiète un peu parce que c'est un profil petit. Et là, pour le coup, c'est un profil
C'est un profil petit et qui en plus va au cercle. Je me demande à quel point, puisqu'on parle de cette line-up à 2 intérieurs, à quel point potentiellement Memphis va pas essayer d'user de cette petite taille de Scottie Pippen et de cette vivacité pour essayer de forcer un switch sur Hartenstein ou de forcer un switch sur Chet. Essayer justement de dire nous on va jouer petit, on va faire le pari entre guillemets du small ball, en tout cas sur le backcourt, mais on va utiliser notre mobilité, notre explosivité, notre vivacité via des porteurs de balles un peu plus petits pour potentiellement soit faire sortir les intérieurs au large, soit les prendre de vitesse et du coup créer des décalages. Puis en plus, alors Cason Wallace c'est différent, Caruso un petit peu et surtout Lou Dort, ils aiment rentrer dans la confrontation physique un peu avec le gars adverse. C'est ça avec Luka, ça sera ça avec Desmond Bane, ça sera ça s'il y a Donovan Mitchell en finale, ça sera ça, enfin voilà. Même avec Ja. Même avec Ja. Mais Scottie Pippen, ça sera pas ça. C'est plus un profil qui a de la vitesse, qui va être plus intelligent, qui va plus être sur les appuis, etc. Un TJ McConnell nous a toujours posé des problèmes parce qu'on n'arrive pas à le défendre. Je dis pas que c'est le même joueur, mais dans ce style, il est capable de faire ça. C'est pour ça qu'il nous avait beaucoup embêté la dernière fois sur les lectures, sur des petites feintes, etc. Donc lui, il peut être un facteur X côté Memphis, effectivement, en tout cas, de un peu un boost offensif, plus embêter OKC dans cette création et dans ses accès au cercle. Après, le compromis, c'est que Scottie Pippen est petit, ça peut être chiant offensivement. Par contre, défensivement, même si c'est pas un mauvais défenseur pour sa taille, tu peux quand même le cibler. C'est pas là où Jalen Wells pouvait leur servir pour défendre Shai. Bon, là, Scottie Pippen Junior, bonne chose. Un peu teigneux. Vous allez voir qu'il y a des situations où Chet, il va dribbler, il va se faire piquer la balle par Scottie Pippen. Oui, ça c'est possible. Je peux même vous dire, au Game 1, ça va arriver, ça je vous le dis. Le cost de Chet qui fait reverse loupé sur Scottie Pippen. Ouais, ou Scottie Pippen qui lui pique la balle, qui lui strip la balle alors qu'il est en train de dribbler. Ça, pour le coup, vous pouvez être sûr que ça va arriver. Et Chet qui se plaint de la faute. Ça va arriver. Oui, et c'est pour ça la line-up à 2 grands. Tu mets Kayson, il tient un peu mieux la balle, et puis Chet, comme ça, il court au panier et il utilise ses 2m16. Tu vois. Il a moins la balle en main. Je trouve que ce serait trop respecté, cet effectif de Memphis, que de s'adapter à leur line-up en proposant un truc qui détonne de ce que tu as fait pendant la quasi-intégralité de la saison. C'est-à-dire qu'on peut formuler ça dans tous les sens, hormis face à certains adversaires. Et même face aux Lakers, tu l'as pas fait. Ton starting 5, il est clair, net, précis, avec les 2 intérieurs. Ah, pas sûr. Hein. Ah, moi, je suis sûr. Pas sûr. Moi, je pense pour moi, que demain, ça commence tu testes, mais tu t'adaptes à la line-up. Hein. Là, on a vu beaucoup la plupart de la saison, d'ailleurs, on a vu une line-up avec un seul intérieur, parce qu'il y avait des blessés, du coup. Mais OKC a joué le plus de matchs qu'OKC a joué, c'est avec une line-up avec un intérieur et Cason Wallace, souvent, qui était starter. Je suis sûr que demain, t'as les 2 grands. Oui, parce que c'est surtout, tu joues avec un intérieur parce que Chet est blessé. Sinon, le seul match où les 2 intérieurs sont disponibles et où ils startent pas, c'est le match Atlanta. C'est le seul match. Il n'y en a pas eu plus? Il n'y en a pas eu un peu plus? Non. Ouais, je pensais qu'il y en avait eu plus que ça. Après, c'est le seul match où Hartenstein sort du banc. Avec après, le match, son match de début de saison. En même temps, on en parlait avec le retour de Chet, c'est que Daigneault devait utiliser le plus possible le temps qu'il avait pour tester la line-up à 2 grands, pour tester la complémentarité, etc. Mais tu vois, le match contre Memphis, par exemple, le dernier où tu as la line-up à 2 grands, ça marche pas si bien que ça, parce que Chet fait pas un bon match, et du coup, tes meilleures minutes, c'est quand t'as que Hartenstein poste 5, tu vois. T'avais pas là où je suis d'accord, c'est en face, là, t'avais Wells, là, t'as les 2 grands directs, Memphis. C'est ça qui change aussi. Oui. Non, mais à l'époque, ils avaient Wells, mais ils avaient 2 grands quand même. Hein. Non, mais pas dans le 5. Ah non, ils avaient Pippen sur ce match. Ils avaient Pippen, ils avaient Aldama et Jackson Jr. Ouais, c'était 2 grands, mais pas Zaki. C'est pas le même profil. Mais ça dépend. Là où je peux comprendre la line-up à 2 grands, c'est que Hartenstein, c'est une série où il peut être bon, et t'as envie de lui donner des minutes. Et Chet, t'as pas envie de lui donner 20 minutes, quoi. Je me corrige, à Boston, à Détroit, Hartenstein était en sortie de banc. Alors que Chet était là. Ça me paraît, c'est peu. Mais il n'y a que 3 matchs, tu vois. Face à Boston, qui est hyper. Boston, oui, pour le Boston, coup, c'est. On a vu Hartenstein, c'était dur, quoi. Face à Atlanta, parce que tu sortais d'une série un peu compliquée défensivement, donc tu as voulu varier. Et le match où tu reçois Détroit, parce qu'il y a des blessés, il y a des suspendus. Donc, tu vois, c'est assez peu. Mais j'avoue que pour moi, tu dois continuer de tester ta line-up à 2 bigs, parce que potentiellement, si jamais tu viens passer un tour, l'équipe que tu affronteras, là, le vainqueur du 4-5, peu importe le vainqueur du 4-5 que c'est, tu seras obligé d'utiliser ta line-up à 2 intérieurs. Donc, et j'avoue que OKC, tout aussi fort qu'est le Thunder, OKC n'a pas à s'ajuster parce que ça sort Scottie Pippen. Mais moi, tu t'ajustes pas.
t'aurais Jalen Wells, je mettais pas la line-up à 2 grands non plus. Hein. Moi, c'est pour moi, c'est que t'as de la line-up à 2 grands. Pour moi, je suis pas un hater, mais c'est juste que t'as 2 options. Tu t'es offert l'option de la line-up à 2 grands en la testant de fou depuis le All-Star Break, et t'as ta line-up plus classique où t'étais complètement dingue défensivement, où t'avais, comme dit souvent Cason Wallace, mais ça peut être un autre joueur, souvent c'est Cason Wallace qui était incorporé dans le 5, et où t'avais un intérieur. Et où là, t'avais une équipe qui désorganisait toutes les attaques adverses. Pour moi, t'avais 2 options. J'avoue que je testerais plus l'option avec un intérieur, mais la 2 intérieurs s'entend aussi pour essayer de limiter le rebond. Hein. Ça, je suis d'accord, et pour donner du temps de jeu à Hartenstein. En fait, pour moi, le truc, c'est que c'est pas une adaptation, parce que, genre, Hartenstein, dans la tête de Daigneault, je pense que c'est ton 5e meilleur joueur, ou 4e, si tu le mets devant Dort. Enfin, 4e, potentiellement. Ouais. C'est pour ça, en fait. Pour moi, il est plus valorisé qu'un Cason, et que voilà, parce que, au-delà même de défensivement, offensivement, il apporte un truc que personne d'autre ne peut faire avec. On en avait parlé de Jalen, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'il te verrouille le rebond, et pour le coup, quand il est pas là, t'es dans la merde au rebond, vraiment. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas une adaptation, c'est justement, ça fait sens que dans la tête de Daigneault, et potentiellement, je suis assez d'accord, que ton plafond, en tout cas sur cette série-là, et peut-être les autres ensuite, c'est avec les 2 joueurs, tu vois, c'est avec les 2 grands. Je sais pas, je suis curieux de voir les fins de match, tu vois. Le starter avec Hartenstein, ok, mais je suis curieux de voir en fin de match comment ça se joue. C'est pas pareil, c'est différent. Ouais, mais c'est la line-up la plus importante en vrai, la fin de match. Oui, mais là sur le starting, je pense que tu testes d'abord ce qui pour toi sera le plus efficace et sera le plus adapté aussi à l'adversaire sur le moment, parce que c'est ce que fait Daigneault aussi, pas à Scottie Pippen, mais au line-up proposé en face, et t'as les 2 grands. Par contre, en fin de match, peut-être que tu auras Caruso à la place d'Hartenstein, ou à la place de Chet d'ailleurs, hein, c'est arrivé aussi, tu auras autre chose, ça je suis d'accord. Ça sera plus situationnel, ou si est-ce que tu as besoin de gagner la balle, est-ce que tu t'es fait bouffer au rebond tout le match, et dans ce cas-là, comme l'année dernière contre Dallas, tu fais jouer Jay Will à la fin, parce que sinon tu t'en sors pas, ce sera plus dans ce sens-là. Et après, en plus, quand tu prends les match-up potentiels début de match, s'il n'y a pas de switch, Dort sur Morant, ou tu mets J-Dub sur Aldama, ou tu mets Shea sur Aldama et J-Dub sur Bane, ça va, hein, tu vas t'en sortir, je pense. Hein. Et après, les 2 grands, tu les gères... Le profil dont on parlait tout à l'heure de J-Dub sur Jaren Jackson, j'aime bien l'idée aussi, tu vois. Et dans ce cas-là, si tu veux faire ça, là tu mets Chet sur Aldama potentiellement. Tu peux mettre oui, s'il fout Aldama, ouais, mais s'il fout starter, c'est ça l'idée. Après, s'ils veulent, hein, ils peuvent, hein, mais bon. Ils mettront pas Aldama, mais c'est surtout, enfin, j'avoue que je suis assez réticent à l'idée d'envoyer Chet, qui est déjà pas capable de tenir face à Zach Edey tout seul sur une équipe qui joue énormément le rebond offensif. Ouais. Sachant que bon, J-Dub, moi je l'aime beaucoup. Hein. Défensivement, voilà, je l'ai mis 3e de mon classement du Depoy. Mais bon, pour le défendre sur du post-up face à Jaren Jackson Jr., alors que Hartenstein, qui pour le coup, lui, tu lui demandes de défendre du post-up, c'est limite ce qu'il sait défendre le mieux, hormis un petit peu de défense en drop. Je trouve ça dommage de se priver de ça, tu vois. Ça voudrait dire que j'aurais moyennement confiance dans la capacité de J-Dub à défendre Jaren Jackson Jr. parce qu'il est plus petit, que Jaren Jackson Jr. est quand même un peu physique et c'est plutôt bien attaqué sur les petits. Et de l'autre côté, j'aurais pas confiance non plus dans la capacité de Chet à pouvoir tenir sur Zach Edey parce qu'il lui aura 150 kilos et qu'il lui aura aussi de la verticalité. Et sachant que c'est l'équipe qui joue beaucoup le rebond off, non, pour moi, la line-up à 2 intérieurs, elle a pas lieu de bouger. Pour moi, elle n'a pas lieu de bouger, surtout que défensivement, on parlait du fait que, enfin, défensivement pour Memphis, on parlait du fait qu'ils vont faire starter Aldama, ils vont faire starter Vince Williams. Pourquoi ? Parce que la question qu'on peut se poser avec l'absence de Jalen Wells, qui peut défendre chez Gilgeous Alexander du côté de Memphis ? C'est-à-dire qu'ils ont perdu Marcus Smart, ils ont tradé Marcus Smart, ils ont perdu Jalen Wells qui était le défenseur attitré sur le meilleur attaquant, un rookie du second tour qui a la 5e match-up difficulty la plus élevée de toute la NBA. Ça montre à quel point Memphis était vraiment en galère pour défendre sur les profils de porteurs de balles. Je trouve que autant Memphis a un effectif, on va dire le 6, 7, 8 potentiellement avec Luke Kennard, avec Santi Aldama, peut être honnête. Par contre, défensivement, c'est des profils que tu peux quasi tous cibler du côté d'OKC. C'est peut-être là où, sur la match-up des bancs, je trouve qu'OKC a beaucoup plus de profils two-way, là où Memphis me semble avoir beaucoup de profils one-way, ou alors one-way offensif principalement avec Aldama ou avec Luke Kennard, ou alors one-way défensif avec Vince Williams. Et même là, je ne suis pas convaincu qu'il soit réellement capable de tenir chez Gilgeous Alexander. Donc, on l'a vu sur beaucoup de matchs face aux Grizzlies. Il y en a un où il en met 40. Là, c'est en sortie d'All-Star Break, là, au moment où il y a la bagarre avec Jokic pour le MVP. Franchement, c'est une équipe qui n'a pas d'armes pour moi pour défendre sur le point of attack, qui n'a pas de solution et qui va devoir se retrouver à jouer avec Vince Williams Jr. Donc, beaucoup de compromis offensifs,
Donc, potentiellement, cette line-up à 2 intérieurs, défensivement, elle va être moins responsabilisée parce qu'elle aura moins à sortir sur les porteurs de balles ou sur les joueurs qui sont capables de shooter. Si vous prenez le 5, vous enlevez Scottie Pippen et que vous mettez Vince Williams, c'est les 2 seuls qui savent tirer, c'est Desmond Bane et c'est Jaren Jackson Jr. qui est sur beaucoup de catch and shoot. Donc, non, si jamais tu as ce problème du côté de Memphis qui est comment défendre chez Gilgeous-Alexander et qui met Vince Williams, pour moi, ça va servir justement cette line-up à 2 intérieurs parce que mettre Vince Williams au lieu de mettre Scottie Pippen Jr., ça réduit considérablement leur pressing, donc ça responsabilise moins le deuxième intérieur qui défend pas le post-up à sortir sur les extérieurs. Ah bah, Vince Williams, il est descendu à 5 mètres contre OKC. Je pense qu'il est tout seul. Chet, il est dans la raquette si c'est lui sur lui ou J-Dub. Et il est ou même chez. Ou même chez, ouais, il est défendu. Vas-y, tire. C'est vraiment le traitement Guidi l'année dernière, même amplifié, je pense. 27% sur la saison. Bon, voilà. Après, bon, peut-être qu'un match. Au play-in, il n'a pas joué quasiment. Contre les Warriors, ils l'ont testé un peu, ils l'ont sorti très vite et ils l'ont même pas mis contre Dallas. Du coup, s'ils mettent Pippen Junior, c'est encore pire pour comment tu défends chez Gilgeous-Alexander. C'est là, et vraiment, il n'y a personne, quoi. Oui, parce qu'en fait, là, depuis le début presque de l'épisode, on se pose la question de comment OKC va défendre Memphis, voilà, avec un pseudo casse-tête. Mais alors, le casse-tête de l'autre côté pour Memphis, c'est le niveau x1000, quoi. Là, il n'y a vraiment pas de solution. Il n'y a pas de grand ailier à mettre sur Shai, donc tu auras soit un joueur plus petit, soit un joueur inutile offensivement et qui en plus ne défendra pas forcément Shai super bien. C'est pas ça qui devrait l'arrêter non plus, voilà. Donc en gros, tu te retrouves soit un peu comme ce qu'ils avaient fait le dernier match, tu fais un mur face à Shai, ce qui est arrivé régulièrement, mais tu t'exposes à l'adresse d'OKC. Et là, bon, bah, c'est qui tout double, mais bon, je pense que on peut être en mesure d'avoir l'espoir que les role-players mettent dedans cette année, j'ose espérer. Et soit tu fais du prise à 2 sur Shai, et dans ce cas-là, tu t'exposes à un 4 contre 3 permanent. Je sais pas si en playoff c'est viable super longtemps face au OKC, qu'il a quand même beaucoup expérimenté cette saison, cette attaque un peu là, et où si t'as Chet et Artenjan par exemple, ça fonctionne bien, et voilà, donc leur casse-tête à eux pour défendre, ça a une autre ampleur. Et d'ailleurs, c'est une clé que j'avais mis, moi, c'était l'adresse. Si pour moi, OKC a un minimum d'adresse sur cette série-là, c'est fini. Ils peuvent pas défendre OKC si tu as de l'adresse, parce que si les role-players mettent dedans, tu peux pas te repêcher ou tu peux pas faire un mur, parce que si derrière tu te retrouves avec Lou Dort qui met dedans, Wiggins ou autre qui mettent dedans, ça devient indéfendable. Et même en plus, Chet qui est un compromis parfait en fait entre la défense, la taille et le tir, parce que s'il tire comme il a tiré sur la fin de saison, etc., et qu'il met dedans, même lui, tu peux pas le laisser. Enfin voilà, donc potentiellement, ça sera un facteur à regarder, mais si OKC met dedans, ils n'ont pas de solution, c'est impossible. Sur la fin de saison, Chet tirait limite comme Jaren Jackson Jr. Quoi, en termes de volume, en termes d'efficacité, c'était comme Jaren Jackson Jr. Et un tout petit truc que je veux souligner pour ceux qui sont créatifs de la zone, OKC en fin de saison est passé en points par possession. L'attaque sur une défense de zone rapportait plus de points que l'attaque sur une défense en individuel, pour ceux qui sont vraiment créatifs des double teams sur Shai. C'est-à-dire que OKC a eu beaucoup effectivement de tracking, beaucoup de data pour attaquer sur une zone, et en plus à la fin de saison, l'attaque sur une zone rapportait plus de points à l'attaque d'OKC que l'attaque sur une défense en individuel. Je dis ça, je dirais. Bon, c'est sûr que si Chet shoot comme ça, moi je veux bien le voir post 4. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais oui, de toute façon, la défense sur Shai, si vous voulez, je vous fais le petit récap des stats de Shai contre Memphis. C'est pas dégueulasse. C'est 35,7 passes au premier match à 14 sur 19. Jalen Wells était là. Important de le préciser. Le deuxième, faut pas le mentionner. Le deuxième, 32,8 passes à 8 sur 26. 13 sur 16 au lancer, pas très bien. Par contre, à côté, tu as J-Dub 25 points, Wiggins 26 points. Donc, tu vois, dans les mecs qui peuvent prendre le relais, le match de Wiggins, il est phénoménal. Jalen Wells était là aussi. Le troisième match, 34 minutes, 41,8 passes. C'est le match dont tu parlais, Constant, à 14 sur 25 au tir, 10 sur 10 au lancer. Jalen Wells était là aussi, d'ailleurs. Et le dernier, là, que tu as joué 33 minutes, 37,6 passes à 15 sur 25. Jalen Wells, il était là aussi. Il y a même Vince Williams, il y avait les deux dans le starting five. Quand tu vois que même avec leur meilleur défenseur, Shai n'a jamais été stoppé, le seul match où il n'a pas très bien joué, il a quand même mis sa 30aine de points. Tu as quand même des mecs qui ont pris le relais à côté parce qu'ils n'ont pas les options suffisantes, Memphis, pour défendre plusieurs joueurs, enfin d'autres joueurs chauds à côté de Shai. Là, oui, effectivement, je ne vois absolument pas comment ils peuvent l'arrêter. Et même s'ils font des double teams sur Shai, je pense que OKC est tout à fait capable de sanctionner à côté. Et effectivement, ça peut aller très vite de ce côté du terrain, parce que oui, on a beaucoup parlé de notre défense, mais bonne chance à la défense de Memphis, honnêtement. Surtout vu la forme d'OKC offensivement depuis le retour de break. Et puis en plus, du coup, si tu es obligé de mettre un pseudo ailier pour défendre Shai,
tu dois quand même garder Moraine, Bane ou Pippen pour assurer un peu l'attaque. Mais du coup, qui défend J-Dub? Qui défend potentiellement un Wiggins qui peut te sanctionner les match-ups, etc. Enfin, tu vois, ça devient compliqué pour eux de défendre. J'ai hâte de voir Jamoran ou Desmond Bane défendre J-Dub potentiellement. Est-ce que ce sera pas Jaren Jackson? Direct? Bah, du coup, tu planques... Match-up direct. Tu planques Idi sur Hartenstein Ouais. ou tu planques Idi sur Chet? Parce que Hartenstein, on va beaucoup l'utiliser en tant que screener sur le pick and roll, justement pour forcer du drop d'Idi. Ça veut dire que Chet a des tirs. Ouais. Ah non, mais de toute façon, pour moi, ils ont pas de solution pour défendre. Non, mais il y a un moment, t'as soit Aldama, soit Moraine, soit Bane sur J-Dub. Enfin, dans le... Tu vois, après, Desmond Bane n'est pas si mauvais que ça défensivement. Au moins, il peut te faire. Il est petit, mais bon, on a vu face à Kyrie sur la série Dallas l'an dernier, même un plus petit sur J-Dub, ça marche pas toujours. Hein, donc, je sais pas. C'est vraiment moi la défense sur Shea qui m'inquiète et le fait qu'ils vont être obligés toujours de jouer avec deux intérieurs. En tout cas, c'est dans leur philosophie, vu qu'ils n'ont pas d'ailier. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas d'ailier, tu peux toujours cibler un pivot en fait. Et c'est là où, pour moi, la line-up à deux intérieurs, elle doit continuer d'exister. Parce que Hartenstein, en tant que poseur d'écran, il peut te faire des dégâts terribles. C'est-à-dire que si tu essayes de jouer Jamorant et Zach Edey sur le pick and roll avec Shea Gilgeous-Alexander et Isaiah Hartenstein, il y a moyen que Shea il se retrouve avec 2-3 situations où il a peut-être 2 mètres d'écart entre lui et le défenseur qui drop. Et même l'idée de mettre Jaren Jackson sur un porteur de balle, c'est pas là où il est le meilleur défensivement. C'est un très bon défenseur, hein, Jaren Jackson. Mais si Memphis commence à l'utiliser en match-up direct sur J-Dub, qui vient en aide? Franchement, ils ont plus personne. Hein. Mais de toute façon, il peut pas tout colmater. C'est là où l'absence de Brandon Clark, la blessure de Brandon Clark leur fait énormément de mal. Parce que Brandon Clark, c'était potentiellement le joueur qui était très bon au rebond offensif, qui amenait de la verticalité au cercle et qui en plus pouvait être décalé en simili poste 4 avec Jaren Jackson au poste 5. Là, ils ont plus cette alternative-là. Donc, ça leur fait beaucoup de mal. Et Jaren Jackson Jr., il va être obligé de colmater toutes les brèches. Ou alors, tu comptes sur la protection de cercle de Zach Edey. Là, pour le coup, c'est à tes risques et périls, j'ai envie. Ce que j'allais dire, Brandon Clark, en vrai, ça leur fait mal aussi. Hein. Et pour écouter Tom de Dunkebdo qui en parle, Brandon Clark, c'est une pièce centrale, même si c'est pas celui qui joue le plus, c'est pas celui qu'on voit le plus, il est un peu central. Mais comme sa blessure il y a 2 ans, hein. C'est à partir du moment où il se pète que ça part en sucette. C'est le profil le plus complémentaire des deux côtés du terrain. Quoi. Parce que comme on en parlait tout à l'heure, ils ont beaucoup de joueurs one-way, Aldama ou Zach Edey. Là où Brandon Clark peut être pertinent des deux côtés du terrain. Donc c'est sûr que c'est un coup dur pour eux. Ouais, parce qu'après, si tu remontes l'effectif, J.J. Jackson, je pense qu'on le verra pas beaucoup. Non. Un JF, à part de jouer du pick and pop, des tirs, qui peut être un peu chiant à apporter un petit boost offensif. Lui, il peut protéger un peu le cercle. Ouais, lui, c'est peut-être un compromis qu'ils vont mettre sur le terrain un petit peu. Après, s'ils ont fait jouer du Marvin Bagley, déjà encore. Tu vois, ils l'ont même pas fait jouer, JF. Hein. Je suis pas sûr qu'ils l'utilisent, honnêtement. Puis c'est léger, on va pas se mentir, c'est léger pour de la rotation de playoff. Même, on en a pas parlé, mais Luke Kennard, il tire plus depuis que Taylor Jenkins s'est fait virer. C'est devenu Tony Snell, Luke Kennard sur le parquet. Mais Luke Kennard, je pense qu'ils vont être obligés de le faire parce qu'ils vont pas avoir un spacing démentiel. Si Luke Kennard il joue 18-20 minutes, et tu me le cibles sur chaque possession, quoi. Ouais, les plus-minus de Luke Kennard quand je le vois sur le terrain à chaque fois, c'est terrible. Ah, mais il est pas mauvais. Oui, c'est un bon shooter, mais le problème, c'est que c'est des joueurs one-way, quoi. Et tu vois, comparé à Isaiah Joe, qu'on souligne les mérites défensifs dans l'intensité, déjà au moins t'as ça. Alors que Kennard a peut-être un peu plus de mensuration, mais t'as pas du tout l'impact ou l'intensité, l'intelligence aussi défensive, quoi. Isaiah Joe, tu lui donnes le taille-poids de Luke Kennard, c'est un bon défenseur. Après, tu lui donnes juste le poids parce que les deux doivent faire la même taille. Oui, ça va jouer pas si petit que ça. Mais par contre, il fait 50 kilos, quoi. C'est dommage. Est-ce que vous avez des choses à rajouter un peu sur ces aspects collectifs ou on passe un peu à nos joueurs clés? Non, on peut passer aux joueurs clés parce que ça répondra à un dernier aspect collectif, je pense. Tom, est-ce que tu veux commencer par nous dire quel est ton joueur clé sur la série, celui que tu vas le plus regarder, celui qui peut faire basculer dans un sens ou dans l'autre, on va dire? Jalen Williams. Pas besoin de beaucoup développer là-dessus. On en a parlé déjà. Si jamais il double Shea, ce qui est possible vu qu'ils n'ont pas le matos pour le défendre en 1 contre 1, le mec qui doit prendre le relais derrière et plier la série et ne laisser aucun espoir à Memphis, c'est Jalen Williams. Il l'avait fait l'an dernier contre les Pels. Il avait fait une très bonne série contre les Pels pour le coup. Là où Shea était pas mal ciblé par leur défense, lui il avait bien pris le relais. Et là cette année c'est encore ce qu'il doit faire.
Moi, j'avoue que je pense qu'on va le voir un peu sur Jaren Jackson défensivement. Bon, à voir si ce sera viable ou pas, mais j'ai l'impression que ça peut être une option intéressante. Et surtout, un point qui est important, c'est qu'il a un strap au poignet. Il faut aussi surveiller l'état de forme de J-Dub. J'ai bien envie de voir sur le premier tour s'il est à 100% ou pas, et j'espère qu'il sera à 100%. Mais il a un beau strap là, faut faire gaffe quand même à ça. Mais voilà, ça va être un bon moyen de vérifier l'état de forme de J-Dub, et surtout, si J-Dub fait une grosse série, elle va aller très vite. Pour le coup. Ouais, J-Dub, petite j'ai piqûre, l'impression qu'on peut l'utiliser à chaque fois. Les infiltrations comme Ja Morant et hop, c'est parti. Oui, non, mais potentiellement, si tu passes la série, on va dire, alors quel est le joueur à suivre? Ah bah Jalen Williams. Ah bah s'il est au niveau, OKC remporte la série. Puis si tu passes la série d'après, quel est le joueur à suivre? Ah bah Jalen Williams, parce que s'il est au niveau, OKC remporte la série. Voilà, puis s'il porte le banc quand Shea n'est pas là, on a gagné parce qu'avec Shea on sera positif. Si en auto-création, J-Dub il est là, on va aller loin en playoff aussi. Enfin, J-Dub de toute façon c'est le factory de toutes les séries, donc j'avoue que c'est un peu le truc que tu peux le mettre à toutes les sauces. C'est le choix facile. Mais là encore plus avec le fait que Memphis n'a pas de défenseur à mettre sur Shea, qui vont devoir le surcharger. Là il va encore plus de possibilités de briller. Et encore plus parce qu'on attend un J-Dub playoff, en mode playoff. On l'a pas vu l'année dernière, ça. Moi, j'attends. Face aux Pels, un peu. Mais... Ouais. C'était bien face aux Pels, mais l'adversité n'était pas terrible. Le Game 1 contre Dallas aussi. Mais oui, on attend le step d'un All-Star qui arrive en playoff, quoi. Et blessé ou pas, moi, oui, peut-être qu'il a des soucis au poignet et tout, mais au bout d'un moment, c'est les playoffs, là, on va le voir sur les 2 prochains mois, ils vont tous jouer sur une jambe, sur un bras, il va manquer un doigt, enfin voilà, il aura mal aux cheveux ou je sais pas ce qu'il y aura, mais tout le monde aura un truc. Non, mais voilà, tout le monde aura des blessures et tout, alors il y a plus ou moins grave, etc. Mais quand tu es sur le terrain, moi je considère que tu dois prouver, tu dois montrer, etc. Donc c'est sûr qu'il va être ça à suivre. C'est sûr qu'on va regarder s'il garde son dynamisme de fin de saison. Ou d'ailleurs je pense qu'il avait déjà mal au poignet, mais son dynamisme, son adresse, son impact au cercle, voilà, ses pull-ups en mid-range qui re-rentraient dedans un petit peu, enfin voilà, tout ça. Donc on verra s'il est capable de porter l'attaque sans Shea, parce que oui, ils auront personne à défendre sur Shea, mais ils seront obligés de trouver quelque chose pour le défendre, quoi. Ils vont être obligés de mettre en place quelque chose. Donc effectivement, à côté de ça, il va falloir que ça réponde un peu présent. Oui. Et puis, pour ajouter un petit truc, si jamais il y a évidemment la line-up à 2 grands et qu'ils mettent Scottie Pippen Jr. Memphis, donc ce qui est le scénario qu'on voit le plus, en tout cas pour starter les matchs, J-Dub aura un avantage de taille aussi. Il peut se servir de taille ou de longueur, physique, etc. Donc il peut se servir de ça aussi pour sanctionner une line-up trop petite de Memphis. En espérant que ça fasse pas comme Kyrie, comme a dit Constant tout à l'heure, qu'il arrive. Quand il va essayer de post-up sur Scottie Pippen et qu'il va pas y arriver, là, je le vois venir. Ouais. Déjà, je prends la tête entre les 2 mains, ou quand il va essayer de post-up John Conchar, parce qu'on en a pas parlé, mais en vrai, c'est peut-être lui à la place de Vince Williams qui va starter. Quand ils feront jouer John Conchar là, et qu'il n'arrivera pas à le prendre au physique, alors que John Conchar, il a la même dégaine que moi, bon là, pour le coup, ça va être un peu frustrant. Mais tu vois, un peu plus grand que toi quand même, John Conchar. Non, la dégaine. Oui, par contre, t'as des tatouages, Constant. Non, la dégaine. Oh là, non. Même au Shanghai Sharks, on veut pas de moi, je te le dis. Même au CBC, en 2e division, en Pro B, on veut pas de moi. Mais non, mais Tom, toi, tu parlais du fait que J-Dub pouvait potentiellement faire basculer la série. Moi, j'ai pris Lou Dort en tant que joueur à suivre. Pourquoi? Parce que lui, pour le coup, il peut vraiment faire basculer la série. Parce qu'on a parlé de défense sur le post-up, on n'a pas parlé de défense sur Ja Morant. Voilà, Ja Morant qui effectivement revient dans ses standards de tir, c'est-à-dire 30% à chaque match, ce qui a été le cas pendant tous les matchs du play-in, j'ai envie de dire, et tous les matchs de Ja de la fin de saison. Mais voilà, je trouve que pour moi, c'est lui qui va être le prédisposé à défendre sur Ja Morant. Donc, c'est potentiellement lui qui va avoir le plus gros travail à faire sur la défense de Casey. Bon, déjà, ce qu'il va falloir faire, même s'il envoie, comme tu l'as dit, Pierre, des grandes grenades, il faut passer sous les écrans. Voilà, tu passes sous les écrans. Et généralement, le Ja Morant, bon, c'est un peu mieux là depuis qu'il y a eu le changement de coach, mais le Ja Morant, quand tu passes sous les écrans, il va plus te démonter en explosivité au cercle, en mode ah ouais, tu passes sous l'écran, mais je vais quand même au cercle. Il tente les 3 points. Là, pour le coup, le Ja Morant, s'il tente des 3 points, j'ai envie de dire, c'est un peu gagné pour OKC. Hein. Tu peux avoir un soir où il met un peu dedans, mais globalement, Ja Morant à 3 points, c'est largement une situation que tu as envie de voir si tu es la défense du Thunder. Et de l'autre côté, je pense effectivement qu'ils doubleront sur Shai Gilgeous-Alexander.
Et on va dire que Lou Dort, c'est souvent lui qui s'est retrouvé wide open sur la série face à Dallas, en dehors de Josh Giddey, bien sûr. On va dire sur les minutes sans Giddey, c'est souvent Lou Dort qui se retrouvait dans son corner à tenter les tirs wide open quand tu avais une aide qui venait au cercle sur Shai Gilgeous-Alexander. Donc pour moi, il peut faire basculer la série des deux côtés, comme il avait fait basculer le 4e quart du dernier match face à Memphis des deux côtés, c'est-à-dire qu'il peut te faire une énorme défense sur Desmond Bane ou une énorme défense sur le principal porteur de balle sur les minutes où Ja est sur le banc et les minutes où Dort est sur parquet. Comme de l'autre côté, il peut complètement te faire exploser la défense des Grizzlies s'il te met dedans à 3 points. Sachant que en dehors d'Isaiah Joe, c'est lui qui prend le plus grand volume de 3 points et qu'on a parlé de l'adresse comme étant potentiellement un facteur qui peut démolir complètement la série et la rendre hyper courte. Je trouve que Lou Dort, c'est celui qui bénéficie le mieux, en tout cas qui correspond le plus à cet adage de je peux faire vraiment basculer la série d'un côté comme de l'autre. Moi, je ne l'ai pas mis en joueur à suivre, mais effectivement, c'est un peu parce que je considère comme acquis qu'il va éteindre Ja. Mais bon, c'est jamais écrit. C'est jamais écrit. C'est séquencé. Hein. Non, mais déjà à 28% au tir, c'est bon. C'est jamais écrit, mais quand je vois les dernières sorties, etc., effectivement, il passait déjà sous les écrans, donc ce qui avantage encore plus Lou Dort, hein, parce qu'il n'a même pas besoin de se forcer, de faire toutes ces strates pour passer au-dessus, etc. Encore plus avantagé. Et puis si Ja Morant passe son temps à tirer de loin, oui, effectivement, t'es potentiellement plutôt avantagé. Ça, je ne peux que confirmer. J'aurais aimé quand même l'avoir sur Desmond Bane, qui est un peu plus complet offensivement, on va dire, aux 3 niveaux, etc. Mais dans une double big line-up, tu peux pas enlever d'ordre de Morant. C'est s'il y a Kesson Wallace, s'il y a Caruso qui sont là, éventuellement, tu peux gérer un peu plus ça. Mais effectivement, tu peux pas l'enlever de Ja Morant. Et après, bah oui, comme je l'ai dit, si l'adresse est là pour Lou Dort, déjà, s'il reste à 40% comme la saison, il va les avoir les tirs. On a vu qu'il y a des équipes qui encore le laissaient seul, que ce soit sur de la zone, de l'indiv, tout ce que vous voulez. S'il tire de loin, bah voilà, rien à dire, hein, ça sera du grand Lou Dort et il fera basculer la série dans le bon sens. Et je pense que lui, ouais, il peut, mine de rien, sur ces playoffs, il faudra voir les confrontations qu'il y a petit à petit. Mais il sera important lui aussi chaque série, hein, parce que on va dire, si tu prends au 2e tour les Clippers, bon, je vais pas vous faire un dessin sur qui il va défendre. Voilà. Ah, quoique, il y a débat. Oui, c'est vrai, il y a débat. Oui, en vrai, il y a débat. Il y a débat. Puis si on continue, s'il y a les Lakers ou autre, bon, bah, je vais pas faire un dessin non plus. Enfin, voilà, il va être déterminant potentiellement tous ces playoffs. Ouais, c'est vrai que quand on y pense, on passe quand même de l'an dernier où c'était Josh Giddey, le mec qui allait être laissé ouvert, à là, Luguentz Dort. Il y a une petite montée en gamme en termes d'adresse. C'est cool. Ou Chet Holmgren ou Jalen Williams, quoi. Ou chez. Voilà. De toute façon, le seul mec qui shoot pas, c'est Hartenstein et c'est son passing qui apporte du spacing. Donc bon, bah, j'écoute. Mais ouais, et j'ai hâte aussi, petit aparté, des petits flops de Dort sur les pauses d'écran de Jaren Jackson pour provoquer sa 4e faute en début de 3e quart. Si ça n'arrive pas dans cette série, je ne réponds plus de rien. Si, tu vas en avoir une au Game One, déjà. C'est écrit que ça va arriver. Ouais, une par match, hein. Classique, hein. T'en as à peu près une par match. Moi, de mon côté, j'ai choisi Isaiah Hartenstein comme joueur un peu à suivre, un peu qui pourra faire basculer la série. On en a beaucoup dit, hein, avec cette double big line-up, parce qu'il va avoir un rôle prépondérant en rebond pour limiter Memphis des deux côtés du terrain dans cet aspect-là, parce que lui, il peut redonner des possessions, mais il va surtout limiter les 2e possessions, les 3e ou 4e, même, j'ai envie de dire, de Memphis. On se souvient de nos cauchemars l'année dernière. Hein. Ouais. Donc, très important là-dessus. Très important aussi dans potentiellement les trappes de Shai où il va être en short roll, où il va avoir la balle en main. Important aussi si jamais quand Shai est sur le banc dans la création pour suppléer un peu de J-Dub aussi, pour l'aider à se libérer, etc., à poser les écrans, voilà. Et puis mine de rien, je pense qu'il aura peut-être une série où ses bascules et ses flotteurs qu'il arrive à avoir, etc., il risque d'en avoir potentiellement un petit peu. Si un Jaren Jackson Jr. vient souvent aider, si Zakidis reste sous le cerf pour limiter Shai, etc., c'est lui, au final, qui sera peut-être en bout de chaîne après la création, après drive. Et donc, du coup, il sera assez important là-dessus, sur ses finitions, sur ses petites finitions, etc. Et on espère pouvoir le voir un peu aussi se jouer de qui est sur lui. On va voir avec un peu plus d'agressivité, mais ça on en a déjà parlé la dernière fois, mais on verra ça si ça peut se mettre en place. C'est pas le meilleur match-up pour faire ça, mais peut-être qu'on le verra un petit peu. Mais déjà, si tu verrouilles le rebond, tu mets les flotteurs, tu fais 2-3 passes décisives, ça sera très bon pour OKC. Je suis d'accord. De toute façon,
on va voir le point que tu as envie le plus de voir chez Isaiah Hartenstein, j'ai envie de dire, c'est même pas les minutes avec chez Gilgeous-Alexander, c'est comme tu l'as évoqué, c'est les minutes avec le banc. Et c'est valable d'ailleurs pour Jalen Williams aussi, hein, parce que bon, tu sais que les minutes avec Shea, si elles sont les mêmes que celles en saison régulière, tu vas potentiellement dominer. Et puis tu as les minutes où Shea il sera sans les titulaires, et si c'est comme en saison régulière, bah, tu vas encore plus dominer. C'est sur les minutes sans lui où ça va être intéressant. Et pour le coup, il y a moyen que tu vois Dort, J-Dub, Hartenstein, Chet et peut-être Wiggins ou Caruso ou Kayson Wallace qui se retrouvent dans ce sac. Enfin, tu sais que globalement, tu auras J-Dub, Chet et Hartenstein sur les minutes sans Shea. Il reste à déterminer qui sera le 4e et le 5e. Mais effectivement, Hartenstein, c'est le joueur qui peut, comme je l'ai dit, te défendre soit le post-up de Jaren Jackson Jr., soit le post-up de Zach Edey, qui peut potentiellement sécuriser le rebond défensif et, on va dire, calmer de manière très rapide les ardeurs de Memphis à jouer ce jeu de la possession, ce jeu du robot, surtout si tu te fais ouvrir derrière sur le jeu de transition, tout en potentiellement étant un poseur d'écran qui peut forcer l'intérieur de Memphis à drop ou à edge pour se faire ouvrir soit sur un drive ou pour laisser un mi-distance ouvert à Shai Gilgeous-Alexander. Donc oui, il va être, comme il l'a été tout au long de la saison, il va être assez important dans les schémas défensifs et offensifs d'OKC. Pour le box-out, c'est sûr. Mais de toute façon, face à Memphis, il a été plutôt bon cette année. Et comme on l'a dit, il t'apportera les deux côtés du terrain. C'est peut-être lui qui sera le meilleur intérieur de KC sur la série. Hein. C'est pas à voir ce que va produire Chet, mais la match-up pour Hartenstein est plus avantageuse quand même. Et comme on en a parlé niveau spacing, c'est le seul mec qui shoot pas, mais c'est un mec qui t'apporte du spacing, rien qu'avec ses end-off, avec son passing, etc. Quand tu vois comment Memphis en a chié contre les Warriors face au spacing de Quinton Post, tu sens que voilà, Edey va drop, donc évidemment Hartenstein aura ses flotteurs, mais il peut aussi sanctionner le drop de Edey, ou même globalement qui va être pratiqué par Memphis, rien qu'avec son passing et sa capacité à créer du spacing avec ce qu'il est capable de produire. Donc oui, c'est forcément un joueur déterminant, encore plus sur cette série. Si Edey il reste dans la raquette sur le end-off avec Joe, ça va être compliqué. Il y en a un qui va se régaler, ouais, potentiellement. Oui, s'il sort de la raquette, il va se régaler aussi, hein, parce que faut qu'il rattrape après Zach Edey pour courir. Non, mais c'est vrai que la match-up est plutôt bien pour Hartenstein parce qu'il y a un peu des soutiers, si je peux dire, à l'intérieur. Ça va se mettre, ça se mettre des brins, ça va être au sol aussi avec Edey, etc. Et surtout, t'as pas de vraie stratégie et de joueurs qui vont constamment chercher le switch et le sanctionner sur du tir ou voilà. Si Morant cherche le switch, il va driver et dans ce cas-là, tu auras de l'aide derrière, tu seras un peu moins mis en difficulté que face à un Luka qui peut un peu tout te faire, te feinter, te faire sortir de tes appuis. Morant, on est moins dans ce cas-là. Je pense que si ça arrive, Hartenstein, il recule d'1 mètre, il lève le bras, il attend que Morant tire, quoi. Donc, t'es plutôt favorable dans cet aspect-là. Il y a Desmond Bane qui peut un peu le faire, mais qui est quand même moins... qui a moins de vivacité, moins de choses quand même. Il drive bien quand même cette année. Hein. Ah oui, mais c'était pas un joueur du niveau de certains qui pourront être croisés ensuite. Où, tu sais que il a pas le volume d'une superstar. Quoi. Ouais. Il fait par séquence, mais il pourra pas te mettre 45 points en faisant que ça. Quoi. Ah, c'est possible. Hein. Moins depuis que Ja a récupéré les clés de l'attaque avec le changement de coach. Donc non, moi, Hartenstein, en fait, c'est un joueur à suivre, mais juste qu'il produit ce qu'il a produit. Je ne sais plus combien de matchs il a joué, mais sur presque tous ses matchs, ça ira très bien. 58, je crois, quelque chose comme ça. Non, il n'est pas au 65, c'est vrai. Non, il n'y a pas le threshold. 57. 57. Messieurs, on finit par le pronostic. Il est temps de se livrer maintenant après avoir tout analysé. Est-ce qu'OKC passe au second tour? Tom, c'est la grande question. Roulement de tambour, suspense, 4-0. J'avais déjà dit au moment de la tier list que je les mettais en D et que pour moi D c'était un sweep. Donc je vais pas changer mon fusil d'épaule maintenant qu'il y a Jalen Wells qui est blessé en plus. Quoi. Donc pour toutes les raisons qu'on a évoquées, alors peut-être qu'on se retrouvera pour le débrief du Game 1 et la victoire de Memphis de 12 points. Mais là en l'état, je vois pas comment ils prennent un match à OKC. Il faudrait un gros concours de circonstances, je trouve. Il faudrait déjà un Shai qui est pas en forme forcément, mais il faudrait que Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson soient tous les trois au top. Il faudrait que les role players soient pas trop sanctionnés parce qu'on en a parlé du côté qu'ils ont pas mal de joueurs one way. Ils ont une belle profondeur d'effectifs pour de la régulière, mais sur des playoffs encore plus quand il te manque Jalen Wells et Brandon Clark qui étaient peut-être tes deux role players les plus viables pour jouer de la post-season. Là ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent être exploités. Là au play-in ils ont tourné à 8 contre Dallas avec du Marvin Bagley, du John Conchar et du Santi Aldama en sortie de banc.
je vois pas comment ils prennent un match à OKC. Là, tout ce qu'on a dit dans cette preview, c'est qu'il y a beaucoup de points à exploiter et que eux, ils vont reposer leur sort et leur production offensive, même globalement, sur deux choses. C'est beaucoup de pression avec des grands au cercle et des ball handlers. Mais ils ont que ça, entre guillemets, et défensivement, ils n'ont pas d'armes pour faire face à l'attaque d'OKC. Donc, ouais, 4-0, pour moi, c'est un... Même si les Grizzlies de cette année, on l'a dit, sont meilleurs que les Pélicans de l'an dernier, le Thunder de cette année, c'est quand même pas la même chose que le Thunder de l'an dernier aussi. Là, tu peux plus exploiter Josh Giddey. On a parlé d'un peu de temps de jeu pour Jalen Williams, mais ça va rester quand même, je pense, assez marginal. T'ajoutes Caruso, Hartenstein, enfin voilà, le roster est pas le même, sans même compter les progressions en interne. Donc, pour moi, c'est un sweep. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de rotation, ça devait être un point. On en a parlé à demi-mot tout l'épisode, mais on n'a pas fait de rotation sur tout ça. On pourra le faire après, c'est pas grave. Bon, de toute façon, les rotations, ça va être rapide. On tourne à 10 ou à 11. La rotation, chez J-Dub, Lou Dort, Hartenstein, Kayson, Chet, Aaron Wiggins, Isaiah Joe, Alex Caruso, ça joue. On est d'accord. Oui. Voilà. Ça fait 9 joueurs. Voilà. Est-ce que tu fais jouer Jalen Williams sur la série? Moi, je pense qu'il va jouer. De manière régulière? Je pense qu'il joue des passages où... alors j'espère qu'on le fera pas jouer tout seul en intérieur, mais je pense qu'il aura des passages pour un peu verrouiller la raquette et quand même mettre 2-3 tirs éventuellement. Donc je pense qu'il sera là. Peut-être même plus que Kenrich Williams. Voilà, c'était ma dernière question. Enfin, c'était ma question qui suivait. Est-ce que tu fais jouer Kenrich Williams? Je pense qu'on verra peut-être plus de Jay Will que de Kenrich et que Kenrich, je suis pas sûr sur ce match-up-là que ça soit très bien pour lui. Kenrich, c'est ça, il y a d'autres match-up. Quand tu as des équipes avec pas mal de bons ailiers, tu vois, c'est là où il peut plus te servir. Mais là, justement, ils n'ont pas d'ailier, donc je vois pas l'intérêt. Donc, vous voyez, la réponse, c'est rotation à 10,5 en gros. Quoi. Ouais. 10,5, un coup, tu as Jalen et tu pas Kenrich, et inversement sur le match après. Donc, c'est assez rapide pour la rotation, mais C'est vrai. voilà, moi, au 9 niveau plus du. 1, quoi. Ouais, 10 plus 1, je pense. Au premier tour, ça va être 10 plus 1. On voit pas DJ Mitchell. Enfin, voilà. Bon. C'est très bien qu'il soit revenu, mais c'est niette. Non, après, moi, mon pronostic, 4A. 4A, tendance 4-0, puisque j'aime bien dire tendance. On est plus proche d'un 4-2 on est plus proche d'un 4-0 que d'un 4-2. C'était déjà ce que j'avais pronostiqué l'an dernier face aux Pels. Tom avait pronostiqué le 4-0, il me semble, face aux Pels l'an dernier. Donc, si ça se trouve, c'était lui qui avait raison. Il est fort en prono, Tom, que ce soit pour les wins de saison régulière ou les séries de playoffs, il est plutôt fort. Hommage à Charlie qui ose. Aussi. Oui, qui ose, bien sûr. Il ose. Mais non, en fait, vraiment, le match 1, c'est l'affrontement ultime entre la continuité versus la fraîcheur. C'est vraiment Memphis, ouais. Ils vont jouer leur deuxième match en 35 heures. OKC n'aura pas joué depuis 10 jours pour chez Gilgeous-Alexander. Tu vas voir vraiment, pour moi, le match 1, c'est limite le match le plus piégeux. Soit tu le perds comme tu l'as perdu face aux Pels, c'est-à-dire match serré où tu mets rien en attaque, soit tu les éclates parce que les mecs, ils en peuvent littéralement plus. Mais le match 1 est potentiellement le match qui t'apporte le plus de danger. Et si tu perds le match 1, tu peux arriver dans une série un peu plus compliquée. Mais voilà, je mets 4-1. Je pense que Memphis a quand même trop de talent offensif pour pas en prendre un seul. Tu as peut-être un match où ils vont tout rentrer à 3 points. Enfin voilà, je trouve que cette équipe de Memphis n'est pas complètement à la rue, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu dire sur la fin de la saison régulière, même si Memphis étant une victoire, 13 défaites face aux équipes à plus de 50% de victoire depuis la trade deadline. Le bilan pique quand même un peu beaucoup, donc ça pique un peu beaucoup. Donc ça donne pas forcément confiance en la capacité de Memphis de réagir et de battre des grosses équipes. Mais je leur donne 4-1. Tu as peut-être un Ja game comme tu avais eu un Ja game il y a 2 ans où il en a planté 50 face aux Lakers. Enfin voilà, mais globalement, je pense qu'OKC va pas trop avoir de difficultés pour se débarrasser des Grizzlies et surtout j'ai envie que OKC fasse un peu un espèce de statement en disant on fait 3-4 matchs dominants comme on a été dominant en saison régulière. Face aux Pels, tu as été dominant l'an dernier, mais tu as un peu galéré quand même. Le match 1, tu galères. Même le match 4, tu t'en sors parce que Josh Giddey prend feu à 3 points. Je veux plus de matchs dans la lignée de ce que tu as vu au match 2 face aux Pels où vraiment tu es dominant et tu poses un statement en disant c'est pas parce qu'on est passé de la saison régulière au playoff qu'on va pas continuer, enfin qu'on va arrêter d'être l'équipe dominante qu'on a été pendant 82 matchs. C'est pour ça le 4-0. Hein. Après, il y aura des matchs serrés. C'est sûr que Memphis, même là, le match qu'ils perdent contre les Warriors, ils sont un peu à la rue, ils reviennent quand même. Enfin, ça se joue sur 5 secondes, une remise en jeu qui n'est pas faite sous les 5 secondes en fin de match, c'est un peu con. Mais oui, c'est une équipe qui a de la ressource quand même. Après, même un Ja game, il y aura un Ja game, mais tu vois, il y a une série contre les Lakers, je sais plus en quelle année, où il fout 45 points, mais il perd quand même. C'est ce que je dis, 2023. Ouais. Il y a 2 ans, il met 50 points au match 3 ou 48, enfin bref.
Ouais, mais le dernier, même le Game 6, je crois qu'il met 23 points dans le dernier quart, un truc comme ça. Il est phénoménal, mais ils perdent quand même contre les Lakers au final. Donc, Non, moi, je suis comme Constant, et j'aime bien cette notion de tendance. En plus, ça aide bien Oui. à décrire. J'ai mis 4-1 et tendance plus 4-0, effectivement. Mais les mêmes raisons que toi, j'ai du mal à voir les Grizzlies se faire sweeper. Et je vois, il y a un match où OKC peut-être met pas dedans et un peu moins concentré, etc., entre guillemets. Et surtout en face, allez, ce match-là, ça tombe dedans, les 3 points de Ja, Desmond Bane est chaud, Jaren Jackson Jr., on a du mal à le stopper. Et tu prends un peu la vague des Grizzlies, mais sans gravité, quoi. Tu lâches un match. Effectivement, il faut surveiller le premier. C'est ce que je me suis dit en regardant le calendrier, mais ouais, ça fait un moment que t'as pas joué, il va falloir arriver quand même en rythme, mais quand même avec un peu de confiance, etc. Après, sinon, t'en lâches un Memphis, et puis voilà, t'en lâches un de ceux-là, et puis voilà. Le 2, jamais de la vie on perd. Typiquement, si je dois parier un truc, le match 2, jamais on perd. Ce qu'on gagne ou qu'on perde avant, celui-là, jamais on le lâche. Donc ouais, on va dire en 5 avec la dernière victoire à OKC, et puis tout va bien. Après, en termes de match serré, effectivement, les Grizzlies ont quand même des ressources souvent pour revenir. Voilà, ils arrivent à faire des runs, etc. Mais pour moi, il y en a. Allez, si on considère qu'il y a 5 matchs, il y en a allez, peut-être 2 ou 3 qui sont pas serrés. Ou OKC roule dessus, je pense. après, c'est vrai qu'on parle de matchs serrés, mais quand tu vois les matchs de régulière, il n'y a aucun match qui s'est joué sous les 10 points. Ça a été 4. Ouais, après, c'est branlés qu'OKC met un run. mais... Ouais, mais tu vois, même en serré, mais playoff. OKC met un gros run, quoi. Ouais, mais pourquoi OKC le ferait pas en playoff aussi? Oui, non, mais oui, Pour le après, coup. voilà. Mais c'est Ça vrai qu'il n'y dépend a, ce qu'on pas appelle eu vraiment de gros money time face à Memphis. Bon, OKC n'a pas joué beaucoup de gros money time en général, donc ça va être intéressant de voir ça sur les playoffs. Après, est-ce que si tu mets un run fin de 3e ou début de 4e et avant c'est serré, est-ce que c'est un match serré ou pas? C'est ça, là. Non, Tu mais vois. c'est quasi toute la physionomie des matchs face Oui, à c'est Memphis ça, cette ouais. saison. Hein. Donc, est-ce qu'on attend vraiment un clutch? Tu vois, c'est peut-être ça qu'on devrait dire. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas énormément des clutch. Moi, j'en attends un peu quand même. Enfin, j'aimerais en Ah oui, j'aimerais en avoir, attendre par contre. Ouais, je pour suis avoir d'accord. de la data. C'est ce que j'ai dit à Doug Hebdo. J'aimerais bien avoir un peu plus de data dans le clutch parce que potentiellement, plus tu vas avancer dans les séries, plus tu vas jouer de meilleures équipes dans le clutch et qui va se ramener avec encore plus de data parce qu'en playoff, tu as toujours des matchs serrés dans les séries. Bon, et voilà, c'est le moment de clipper tout le monde ce qu'on a dit, de les ressortir si jamais ça se passe très mal pour OKC. On salue les fans de Memphis, ils sont passés salue. par là. Mais je Quand on pense va qu'ils être sont pas très. 2-0, on aura l'air bien con quand même. Ouais. Après, je pense que les fans de Memphis sont pas très confiants vis-à-vis de cette série non plus. Je suis pas sûr qu'ils se mettent gagnants non plus, honnêtement. Mais voilà, n'hésitez pas vous aussi à nous dire vos pronos, un peu les choses que vous allez regarder, etc. Voir comment vous imaginez que ça va se passer. Et puis, de toute façon, suivez-nous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitch, YouTube, etc. On va être au maximum actif, j'ai envie de dire, sur ces playoffs, de suivre ça au maximum. Bon, normalement, le débrief du Game 1, ça devrait aller, sachant qu'on est en période jour férié, etc., que ça joue à Et grand c'est peine. 19h, bon. On devrait se débrouiller pour le faire. Ça devrait aller. Ça va. On verra par la suite comment on arrive à gérer tous ces débriefs, etc. Mais dans tous les cas, on suivra ça ensemble au maximum. On espère jusqu'au plus tard possible pour OKC que ça se passe. Voilà. Et puis voilà, à bientôt. Profitez bien de ces playoffs qui commencent enfin et salut. Salut! Oui.